Parce que contrairement à l'image qu'on peut avoir de la crypto, là où il n'y a que quelques blockchains qui sont dominantes et le reste on peut les laisser de côté, et ben clairement de mon expérience ce n'est pas le cas. Ça va bientôt faire 2 ans que je suis immergé de façon totale dans l'univers des crypto-monnaies, et avec ce temps-là, j'ai pu tester pas mal de blockchains différentes. Et je peux te dire que certaines blockchains du top 100, qui sont très loin d'un point de vue market cap par rapport à Ethereum, eh bien n'ont absolument rien à lui envier. La plus grosse différence entre Ethereum et ces blockchains, c'est tout simplement qu'Ethereum était là le premier. Si ça avait été une autre blockchain, ce serait clairement celle-là qui serait dominante aujourd'hui. Le temps a énormément joué en sa faveur, mais ce qui compte le plus, c'est clairement ce qu'il y a de construit sur la blockchain. Parce que sans applications qui fonctionnent bien, qui sont intéressantes et surtout qui attirent les utilisateurs, eh bien les utilisateurs ne viennent pas. J'ai testé des protocoles, j'ai testé des NFT et je me suis vraiment immergé dans la culture de ces blockchains. Pour certaines plus que d'autres, notamment par affinité et parce que j'ai même posé mon propre projet sur l'une d'entre elles. Alors je ne prétends pas avoir un avis objectif, mais plutôt de faire mon classement subjectif des différentes blockchains que j'ai pu visiter et mettre en avant celles qui m'ont le plus marqué. Si ta blockchain de cœur n'est pas dans cette liste, eh bien malheureusement soit je ne l'ai pas visité, soit c'est quelque chose qui ne m'a pas marqué et je n'ai pas forcément vibé avec la communauté qui était dessus. Je pense que ce classement va te surprendre parce qu'il y a certains inconnus qui pour moi se sont glissés très haut. Sans plus de suspense, on va commencer. Comme beaucoup de monde, la première blockchain que j'ai visitée c'était Ethereum. Et vu qu'on était dans un plein boom économique et qu'il y avait énormément de transactions, les frais sur Ethereum étaient indécents. Je me rappelle encore avoir acheté mes premiers NFT et juste pour donner l'autorisation sur OpenSea, j'avais payé 80 $. J'avais commencé à m'intéresser à la DeFi et je voulais expérimenter, mais le souci c'est qu'à chaque transaction, j'avais des dizaines de dollars qui partaient comme ça dans le vent. T'imagines bien que ça fait pas forcément plaisir. Et là j'ai commencé à faire mes recherches et je suis tombé sur la BSC, la Binance Smart Chain. C'était à peu près à l'époque là où Asher il avait sorti sa vidéo sur la DeFi, là où il expliquait comment ça fonctionnait un petit peu un PancakeSwap, un SushiSwap, et il me semble, je suis plus sûr à 100%, mais que j'étais tombé sur PancakeSwap grâce à ça. J'ai donc réussi à passer d'Ethereum directement à la BSC en utilisant Binance. Ah ouais, je connaissais pas les bridges à l'époque, hein. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire du farming. PancakeSwap, c'est vraiment le premier exchange sur lequel je me suis mis à fond pour faire du farming. Grâce à la Wayback Machine, on arrive à remonter là-dessus et avoir une petite idée d'à quoi ça ressemblait. L'interface était vraiment ultra simpliste et il n'y avait pas grand-chose. Aussi, on peut voir juste en haut, il y avait encore affiché le prix du cake qui était à plus de 17 $. Et c'était quand même pas mal à l'époque parce qu'à l'heure actuelle, si tu regardes sur le site, on est plutôt aux alentours des 5 $. L'interface ressemblait donc à ça et c'est une interface qui a été reprise par énormément de projets qui ont juste fait un copier-coller parce que les smart contracts étaient publics, du coup open source, et qui sont repartis de ces bases-là pour créer leur propre projet. Si tu t'es intéressé un minimum à la DeFi pendant cette période-là et pendant les mois qui ont suivi, eh ben, je suis quasiment sûr que tu es déjà tombé sur des interfaces similaires. Ces interfaces-là, c'était tout simplement des forks de PancakeSwap. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire un petit peu d'argent en faisant mon farming, en allant dans les pools de liquidité et en comprenant un petit peu comment ça fonctionne. Le temps passe et je me rends compte que c'est quand même chiant d'aller récolter manuellement tous les jours ce qu'on a gagné avec la fonction Harvest. Donc je commence à chercher s'il n'y a pas des solutions automatisées qui existent. Et là je tombe sur un site qui s'appelle Value DeFi. C'est le premier auto-compounder dont j'entends parler. Il avait pas bonne réputation à l'époque, mais il faut dire que j'étais totalement débutant et faire des recherches, je savais pas ce que ça voulait dire. J'étais convaincu que tout le monde voulait mon bien. Personne n'en avait après mon argent. Non, personne. Donc j'ai commencé par faire mes pools de liquidité sur PancakeSwap et à venir déléguer l'auto-compounding directement à Value DeFi. Tu t'en doutes, s'il y a un petit bandeau rouge là en haut, ce n'est pas pour rien, c'est parce que le protocole s'est fait hacker. D'ailleurs, ça m'étonne que le site est encore live aujourd'hui. C'est un projet qui s'est fait attaquer. Le jour là où il s'est fait attaquer, moi j'étais en bagnole et je pouvais pas réagir tout de suite. Heureusement, mes fonds n'ont pas été attaqués, mais les fonds qui étaient sur certaines poules de liquidité se sont fait attaquer et se sont fait drainer. Il y a des mecs qui ont perdu masse thunes et moi je comprenais pas exactement ce qui se passait, alors je te dis pas dans quel état j'étais le temps que j'arrive directement sur l'ordinateur. Et il s'est passé 3-4 heures entre le moment là où j'ai eu l'information et là où j'ai pu checker si j'avais encore mes fonds. Heureusement j'ai eu une chance de déglinguer, j'ai pas perdu mes fonds parce qu'il y avait uniquement les poules de liquidité qui n'étaient pas des 50-50 qui se sont fait hacker. C'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à comprendre que la DeFi c'était le Far West. Hormis cet événement pas cool, j'ai passé un bon temps sur la Binance Smart Chain. J'ai pas forcément rencontré des gens parce que j'étais pas sur Twitter à l'époque, mais j'ai bien apprécié les protocoles avec lesquels j'ai interagi. En 4ème position, je mettrais Optimism. Optimism, c'est une blockchain qui est très jeune. Pour te dire, elle a seulement reçu son token il y a quelques mois. Et elle a déjà fait pas mal de bruit, notamment parce qu'il y a eu des airdrops très importants.
Pour le premier airdrop, il suffisait de participer sur la blockchain, c'est-à-dire de faire quelques transactions, de tester, de signer, bref, des trucs assez basiques. Il y en a une deuxième qui arrive et celle-ci serait potentiellement reliée à des quêtes qui sont réalisables. J'ai commencé à faire ces quêtes en vidéo et je dois te dire que ça fait longtemps que j'ai pas découvert autant de choses. Alors autant pour certains des protocoles qui sont montrés, bah évidemment je les connais, Uniswap je veux dire on le présente plus, KiDAO j'avais déjà entendu parler, bref, pas mal que je connaissais, mais pour d'autres ils sont plutôt intéressants et je les avais pas encore vus. Les transactions sur Optimism sont instantanées et ça c'est plutôt cool, et en plus de ça les frais sont bas. Alors ils sont pas aussi bas que ce qu'on peut avoir sur un Solana ou sur un Phantom, mais ils restent extrêmement bas et ça permet quand même de faire de la DeFi même si on n'a pas un budget si gros que ça. Ce que j'ai beaucoup aimé sur Optimism, c'est ce système-là qui te permet vraiment de débarquer en tant que débutant et de savoir à peu près ce qu'il faut faire. Déjà, le système de quête est plutôt bien fait avec déjà une présentation de ce que tu vas utiliser et qui t'explique exactement comment faire. Tu as même un quiz pour vérifier que tu racontes pas n'importe quoi et après tu as une petite instruction, une petite idée de ce que tu peux faire sur le protocole. Ici par exemple c'est Stargate. Stargate, son objectif c'est de pouvoir bridger, du coup passer tes fonds directement d'une blockchain vers Optimism. Et c'est comme ça pour 18 projets différents en passant des plus simples comme un Uniswap par exemple, en allant sur des trucs plus compliqués comme par exemple des outils qui te permettent de faire des effets de levier et véritablement du trading. Pour moi, Optimism, ils sont vraiment en train de prendre une longueur d'avance là-dessus, parce que ce système de quête-là, je considère que c'est important, ça permet de faire venir du monde sur la blockchain, mais ça permet également à des personnes qui autrement n'auraient jamais pris le temps de venir checker ces projets, et de se faire une petite idée d'à quoi ça ressemble, de comment ça fonctionne. Alors pour certains, ça donne pas forcément une bonne image, Vélodrome, Vélodrome, mais pour d'autres c'est très bien parce que ça permet vraiment de comprendre comment les choses sont réalisées sur la DeFi. Je sais qu'il y a des personnes de ma chaîne notamment qui ont commencé la crypto et plutôt la DeFi grâce à cette stratégie-là. Et c'était également le cas sur Arbitrum. Et parlons-en d'Arbitrum, qui lui également a reçu un système de quête, même si bon, il était très ennuyeux et il suffisait de faire 2-3 swaps sans vraiment utiliser de projet spécifique. Pour le coup, j'étais plutôt déçu, je m'attendais à un truc plutôt sympathique, et là-dessus, je préfère largement celui qu'il y a eu sur Optimism. Mais par contre, là où Arbitrum est très fort, c'est au niveau de sa DeFi. Il y a un projet qui carry absolument tout. Ce projet-là, c'est GMX. T'en as probablement déjà entendu parler, et si c'est pas le cas, dans tous les cas, j'ai prévu de faire une vidéo dans le futur dessus. Alors évidemment, il y a plus que GMX, mais GMX c'est vraiment le plus gros morceau. GMX, c'est quoi? C'est tout simplement un exchange décentralisé qui permet de faire des perpetuals directement sur la blockchain. Un petit peu comme sur un Binance que tu vas pouvoir faire avec des shorts et des longs, eh bien tu vas également pouvoir le faire sur GMX. La spécificité, c'est que ça se passe directement sur la blockchain Arbitrum, que du coup, il n'y a pas forcément d'intermédiaire comme un Binance. Il n'y en a même pas, pour le coup. Alors GMX sont pas les premiers sur le créneau, mais ils ont réussi vraiment à se faire une place assez importante, notamment grâce à leur système de referral qui est plutôt bien pensé. Au niveau du fonctionnement, c'est assez simple. Vu qu'on est sur la blockchain, il n'y a pas besoin de KYC, ce qui est plutôt cool et ce qui permet à tout le monde de se positionner dessus. Et au niveau du fonctionnement, c'est un petit peu comme un système classique de swap. On va donc pouvoir prendre une position soit à la hausse, soit à la baisse avec un effet de levier. Par exemple, si j'ai envie de miser 0,2 Ethereum que Ethereum va continuer de monter, je peux tout simplement prendre un long sur Ethereum avec 0,2 Ethereum et ajuster mon effet de levier. C'est-à-dire que ma position, à la place de juste peser 0,2 Ethereum, elle va peser, par exemple dans ce cas de figure, 0,55 Ethereum. Alors évidemment, il y a des risques qui sont importants quand tu fais ça. Et par contre, ces risques-là, ils peuvent être intéressants d'un point de vue financier. Parce que autant si tu te plantes et que malheureusement ça descend, c'est toi qui vas devoir perdre de l'argent sur tes 0,2 que tu as utilisé en tant que collatéral. Mais par contre, si effectivement ça monte, là c'est toi qui vas pocket la différence. Et ça c'est plutôt cool. Et pour te donner une idée d'à quel point il commence à prendre de l'importance ce projet, GMX c'est tout simplement le 4e projet qui génère le plus de frais dans toute la crypto. C'est juste derrière la Binance Smart Chain. Et c'est même devant Bitcoin pour te donner une idée. Alors ouais, c'est quand même sacrément utilisé. Pour moi, c'est vraiment ce projet-là qui carry Arbitrum. Comme tu le sais, un projet, c'est pas suffisant. Et malheureusement, c'est pour ça qu'Arbitrum ne prend pas plus de place. À l'heure actuelle, de ce côté-là, je trouve qu'il y a carrément un manque au niveau d'Arbitrum. C'est pour ça que je vais pas lui mettre plus de points et que je vais juste le placer en tant que 3e. C'est plutôt cool ce qu'il propose, mais pour moi, ça manque d'applications décentralisées et ça manque de communauté. Il y a évidemment des projets que tu vas pouvoir chercher si tu vas un petit peu plus niche, mais pour moi il n'y a encore rien qui ressort vraiment de façon importante. C'est donc pour ça que j'ai placé Arbitrum en 3e. La 2e place revient à Polygon.
J'ai découvert cette blockchain avec le projet NFT World. Il a fait pas mal de bruit pendant un certain moment, il permettait tout simplement d'avoir un serveur Minecraft et de l'intégrer à un écosystème qui permettait de faire de la game fee. C'est-à-dire que les utilisateurs qui jouaient sur ton serveur pouvaient générer des jetons et ces jetons-là avaient de la valeur et pouvaient être revendus. En tout cas, c'était le cas sur le plus gros serveur qui proposait, qui était un jeu. J'ai joué un petit peu et ça a évidemment forgé l'image que j'ai de cette blockchain. C'était plutôt cool au moment là où c'est sorti. Il y a quelques mois cette année, Mojang a décrété que non, on ne veut plus de NFT, on ne veut plus de game fee, on veut pas de tout ça dans Minecraft. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le deuxième gros bang sur ce projet-là. Donc j'en ai encore des souvenirs assez frais, notamment parce qu'il y avait quelqu'un de la communauté, Ishi, qui voulait construire son propre serveur et qui voulait avoir un système qui était plus sain que ce qu'on avait l'habitude de voir sur les serveurs NFT World. Heureusement, ça c'était juste une partie de ce qu'il y a sur Polygon. Polygon est beaucoup plus large et propose pas mal d'expériences différentes. D'un point de vue DeFi, on est déjà sur un écosystème qui est plus varié que ce qu'on a pu trouver au niveau d'Arbitrum par exemple. Les transactions fonctionnent très bien sur cette blockchain, elles sont également quasiment instantanées et très peu chères. Le plus gros protocole natif de Polygon, c'est QuickSwap. Comme beaucoup de blockchains, c'est souvent un DEX. L'interface est plutôt clean depuis qu'ils ont fait un rework. Par contre, ils ont fait un choix technique qui ne me plaît absolument pas. C'est le choix de mettre des pubs, des annonces. Je comprends pas forcément le choix. Le protocole propose également des farms qui sont plutôt sympathiques et qui peuvent être assez intéressantes pour ceux qui veulent chercher là derrière. On a notamment des farms au niveau des stablecoins qui sont plutôt intéressantes. Quelques mentions honorables. On a Harmony One qui se démarquait plutôt bien grâce à son DEX principal qui s'appelle DeFi Kingdom. Le concept est plutôt simple, c'est un DEX qui fonctionne comme un DEX classique, mais il est ultra gamifié. C'est-à-dire que dès que tu fais quelque chose, il y a des petites animations et ça fait penser un petit peu à un vieux jeu RPG avec des designs en pixel art. Tu peux faire pas mal de choses et l'interface est ultra bien foutue. Vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais revoir sur d'autres blockchains. C'est dommage que ce soit juste resté à cette échelle et que ce soit pas allé plus loin. Ils ont essayé d'attaquer le marché sur différentes blockchains, mais ça n'a pas pris plus que ça. On a également Tezos qui est en train de prendre une longueur d'avance au niveau de ses partenariats, notamment sur la game fee et sur les NFT. Je sais qu'ils ont un partenariat en cours avec Ubisoft et qu'Ubisoft est en train de construire dessus. Alors on va voir ce qu'ils vont nous pondre, mais ça pourrait être assez intéressant. J'ai oublié de le mentionner dans la partie sur Polygon, mais Polygon a également cette spécificité, c'est d'être très très fort au niveau de business development. C'est-à-dire d'aller chercher des clients, des partenaires dans d'autres écosystèmes et de les ramener directement sur leur blockchain. Très souvent, ce qui va être intéressant, c'est d'aller choper des personnes qui ne sont pas dans le Web3 et de venir les ramener. Ils ont notamment réussi à avoir Disney ou encore Starbucks. Et en troisième mention honorable, on a Métis. Métis qui est de loin la plus jeune des blockchains de cette liste. Métis qui est arrivé à la fin de ce bull run, qui a un petit peu profité encore de l'élan, mais qui là maintenant est clairement retombé plus ou moins dans l'oubli. Très peu utilisé à l'heure actuelle, il y a pourtant des DEX plutôt sympathiques qui se développent dessus, notamment Tethys, et en plus de ça, ils sont en train de développer quelque chose d'assez intéressant avec l'identité digitale, l'identité numérique qui peut être reliée à la blockchain. De ce côté-là, je trouve qu'ils font des choses assez intéressantes, mais pour le moment, ils sont pas encore assez connus et du coup, c'est compliqué de pouvoir les lister. Et mon top 1, c'est la blockchain Phantom. Alors je sais très bien que je vais pas faire l'unanimité sur ce choix-là. Et pour te l'expliquer, moi, ce qui prime, et ce que je fais principalement, c'est de la DeFi. Et Phantom, il est extrêmement bien placé à ce niveau-là. Phantom, c'est le paradis des mecs qui adorent la DeFi. Il y a absolument tout ce que tu veux là-dessus. Des DEX extrêmement classiques comme un SpookySwap par exemple, aux DEX qui vont un petit peu plus loin comme un Beethoven qui va lui reprendre un petit peu ce qui se fait sur Balancer. Et on a aussi des choses plus uniques comme SpiritSwap par exemple qui représente un mélange de différents modèles. Si je parle de Phantom, ce n'est pas par rapport à son prix, qu'on soit bien d'accord. Phantom, c'est une blockchain qui a explosé lors du dernier bull run et qui allait chercher très très haut avec des gros multiples. Là, on est revenu quasiment au prix auquel on était il y a un an. Et au niveau des projets, la majorité ont pris sacrément cher également. Pourtant, il y a toujours une communauté active et je vibe énormément avec cette communauté-là. Et cette communauté-là, pour moi, c'est vraiment la force de Phantom. Grâce à ça, on a eu énormément de projets NFT qui se sont lancés sur Phantom. Par exemple, ici, on est sur PaintSwap, qui est un petit peu l'OpenSea de Phantom. Et comme tu peux le voir, il y a pas mal de choses avec des styles différents. Certains sont plus basiques que d'autres, je te l'accorde totalement. Mais pour moi, d'autres arrivent vraiment à sortir du lot. Que ce sont des collections avec des pièces qui sont vraiment uniques et qui sont différentes pour chaque modèle, comme par exemple Phantom Underworld, ou encore une des plus grosses collections génératives de la blockchain qui est Ancestral Human. Bon, il y en a vraiment pour tous les goûts et ce qui est très important sur cette blockchain, c'est la communauté. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est la blockchain sur laquelle on m'a le mieux accueilli. Alors je caricature peut-être un petit peu, c'est clair, mais de mon expérience personnelle, j'ai vraiment un très bon souvenir quand j'ai débarqué sur cette blockchain, que j'ai parlé de mes projets, que j'ai commencé à discuter avec les gens. Tout le monde était vraiment très sympathique et c'est grâce à ça que j'ai commencé à rencontrer du monde. C'est d'ailleurs sur Phantom que j'ai créé
mon premier projet NFT qui est toujours en cours de développement et sur lequel on est en train d'aller chercher pour faire de la GameFi, que j'ai nommé Chunk NFT. Je pense que tu l'as compris, hein, Phantom c'est une blockchain que j'apprécie énormément. Maintenant, si j'avais lancé mon projet peut-être sur une autre blockchain et que j'avais fait des copains sur d'autres blockchains, j'aurais peut-être cet avis-là sur d'autres blockchains. Pour certains, leur blockchain de cœur, ce serait plutôt Avalanche par exemple, parce que c'est là qu'ils ont commencé à rencontrer du monde et c'est là qu'ils ont commencé à cliquer qu'il y avait vraiment un écosystème autour des crypto-monnaies et qu'il y avait des mecs comme eux qui s'intéressaient au sujet. D'ailleurs, en parlant d'Avalanche, j'ai réalisé une vidéo qui détaille cette blockchain, qui explique ce qu'on peut trouver dessus, ce qu'on peut y faire, et pourquoi il y a des choses quand même plutôt intéressantes qui commencent à se développer dessus. Je ne te spoil pas, je te laisse aller regarder la vidéo qui s'affiche tout de suite à l'écran. Sur ce, je te remercie de ton attention pour cette vidéo, et je te dis à plus. Ciao.